Alors dans cette vidéo, on va voir un gros morceau, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la mise aux enchères. C'est un gros morceau, et à la fois c'est important, et ça va être un peu théorique, ça va être difficile de montrer un petit peu de pratique dans ce chapitre-là spécifiquement. Accrochez-vous, j'ai vraiment investi pour faire des slides qui soient les plus sympas possibles, et faire en sorte que ce soit le plus digeste possible. Et puis je vais essayer de rendre ça cool aussi. Accrochez-vous, c'est une grosse vidéo ça. Alors, déjà commençons par la position de l'annonce. Donc, vous voyez ici je tape panneau solaire et je me retrouve avec une page de résultats dans laquelle les 4 premiers résultats sont des publicités. Donc ici on a la position 1 à 4, ici étant la numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Maintenant, si on scrolle et qu'on descend tout en bas de la page, on a d'autres emplacements publicitaires. Donc vous voyez, ici on en a 3 en général tout en bas de la page. Comprendre le concept d'AdRank. Le concept d'AdRank, c'est quelque chose de fondamental au niveau de Google Ads. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous l'apprenne, d'une part parce que c'est fondamental, et en plus pour ceux d'entre vous qui vont aller sur la certification, il faut quand même connaître et comprendre ces choses-là. Alors, Google Ads calcule le classement de chaque annonce qui participe à la mise aux enchères. Tout ça se fait en quelques fractions de secondes. On a plein de comptes Google Ads avec des ciblages, etc. Ça, c'est d'un côté. Et puis d'un autre côté, on a des recherches Google. Et donc, en une fraction de seconde, entre le moment où quelqu'un fait une recherche sur Google, Google doit aller regarder à l'intérieur de tous les comptes Google Ads qui c'est qui cible les mots-clés qui viennent d'être tapés. Donc déjà, il fait un premier tri. Il se dit, OK, là, il y a les annonceurs qui sont éligibles. Ensuite, il va regarder leurs enchères. Il va regarder le score de qualité. On va y revenir un petit peu après. Et en fonction de tout ça, encore une fois, en quelques microsecondes, ça va extrêmement vite, c'est du temps réel, il va déterminer la position des différentes personnes, des différents annonceurs qui enchérissent, et il va définir la position, le classement des différentes annonces pour savoir qui sera numéro 1, qui sera numéro 2, etc. Donc ça se fait à chaque mise aux enchères. C'est important de bien comprendre. Donc Google détermine la position de votre annonce et si elle peut être diffusée ou non, parce que même si vous avez vos mots-clés, même si vous enchérissez, il est possible que vous n'ayez pas un AdRank suffisant pour être éligible et pour avoir une diffusion, pour avoir une impression. Ça, c'est un cas qui est possible aussi. Retenez bien. Donc en règle générale, l'annonce la mieux classée, le classement AdRank, qui est fait par Google, qui est fait en back-office, nous on ne le voit pas ça, mais selon l'annonce qui est la mieux classée, elle va apparaître en première position dans la page de résultats. La deuxième du classement apparaîtra en deuxième position si les annonces atteignent les seuils pertinents, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, en règle générale, celui qui a le classement le plus élevé prend la première position, le deuxième au classement prend la deuxième position, mais encore faut-il que ces deux-là aient l'AdRank minimum pour être éligible, pour être diffusé. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc de manière générale, le classement de l'annonce, il est basé sur 5 facteurs. Okay, le premier facteur, c'est l'enchère. Quel montant maximum vous êtes prêt à payer pour avoir un clic sur votre annonce? Quel est votre CPC max, quelque part? Ensuite, le seul minimum de classement des annonces. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Quel est l'AdRank minimum à obtenir pour être éligible pour que notre publicité soit diffusée? Vous voyez, même si vous êtes le seul annonceur et que vous misez gros, si vous n'avez pas un AdRank suffisant, vous ne verrez pas votre publicité s'afficher. Ça, c'est très important. Contexte de la requête. Donc là, évidemment, Google analyse les termes de recherche, la position de la personne, la position géographique, sur quel appareil elle est, quelle heure il est, quel jour on est, qu'est-ce qu'il en est de la concurrence, et puis plein d'autres signaux et attributs associés à l'utilisateur. Ça, je vous en ai déjà parlé. Google catégorise sans cesse ce qu'on est en train de faire dès qu'on utilise ces services, qu'il s'agisse de Gmail, de Google Maps, de YouTube, de Google Chrome. Il est tout le temps en train d'observer ce qu'on fait et de nous mettre dans des petites cases. Et donc, forcément, si on cible aussi des audiences, etc., tout ça, ça fait partie des choses qu'on appelle le contexte de la requête. Un autre point, c'est les extensions d'annonces. On va en parler un petit peu plus tard. Google, dans ses calculations pour faire l'AdRank, pour savoir l'AdRank de chacun, il va tenir compte des extensions d'annonces qui ont été ajoutées et créées dans le compte et qui sont rattachées au groupe d'annonces en question.
Et puis le dernier point, c'est la qualité de l'annonce, donc la pertinence et l'utilité de votre annonce, mais aussi du site web associé, c'est-à-dire la page de destination. Google y vérifie ça aussi, pour l'utilisateur qui va voir la publicité. Donc ça, c'est vraiment de manière générale le classement de l'annonce, l'AdRank, il est fait à partir de ces 5 facteurs. Alors maintenant, on va parler du score de qualité qui est très proche de ce qu'on vient de voir au niveau de l'AdRank. Donc le score de qualité va pondérer les enchères pour déterminer l'AdRank, sinon c'est celui qui mise le plus cher qui serait toujours celui qui gagne. Si vous vous rappelez ce que je vous disais au début, il y a une certaine notion de justice et c'est à cause du score de qualité. Et le score de qualité rentre en compte dans le calcul de l'AdRank. Ok ? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Plus le niveau de qualité de l'annonce est élevé, plus les coûts sont réduits, meilleure est la position de l'annonce et plus le succès est au rendez-vous. Si les annonces diffusées sont meilleures, les utilisateurs sont plus satisfaits et alors ils sont plus susceptibles de cliquer sur les annonces. Alors, il y a pas mal de choses à l'intérieur de cette phrase. Plus le niveau de qualité est élevé, plus les coûts sont réduits. Alors, je vous montre, c'est un fait. Plus vous avez des scores de qualité qui sont élevés au niveau des mots-clés, puisque le score de qualité c'est au niveau des mots-clés que ça se joue, plus vous avez des scores de qualité qui sont importants, et moins vous allez payer cher vos CPC. Vous voyez par exemple, donc on sait que globalement, le score de qualité 7, c'est le benchmark, c'est le truc 0. Vous n'avez pas de bonus, mais vous n'avez pas de malus non plus. Et on voit ensuite que au fur et à mesure où vos scores de qualité baissent, vous avez une taxe, vous avez un surpaiement pour chacun des points de qualité que vous perdez. Si vous êtes à 6, vous allez payer 16% plus cher votre clic. Si vous êtes à 5, vous êtes à 40% plus cher, etc., etc. en descendant. Et vous voyez, Google n'est pas comme ça, il donne du bonus aussi. Alors il descend à 600%, mais il nous donne plus 30%, mais c'est déjà pas mal, ma foi. Donc si on est à 8, on a une remise de 12% sur le coût par clic, si on est à 9, on a une remise de 22%, et si on est à 10, on a une remise de 30%. Après, dans les faits, des scores de qualité à 10, c'est souvent sur votre marque, c'est très difficile d'avoir du 10 sur autre chose. On peut monter jusqu'à 9 sur des mots-clés génériques si vraiment on a bien optimisé. Donc voilà, ça fait quand même 22% de moins, ce qui mine de rien, encore une fois, n'est pas négligeable. Donc meilleure est la position de l'annonce, puisque le score de qualité rentrant en compte dans le calcul de l'AdRank, on va voir ça dans 2 minutes, forcément, si le score de qualité est plus élevé, on a plus de chances d'avoir un AdRank élevé, et si l'AdRank est plus élevé, on a plus de chances d'avoir une position de notre annonce qui est élevée, vous voyez ? Donc ensuite, si les annonces diffusées sont meilleures, tout le monde est content, le monde est merveilleux, ok. Donc maintenant, le score de qualité, je vais vous expliquer quels sont les critères qui entrent en compte pour déterminer votre score de qualité. Alors premier critère, le taux de clic attendu. En gros, le taux de clic, vous voyez, je vous en ai parlé dans le lexique, je vous ai donné la définition, je vous ai dit à ce à quoi ça correspondait, c'est-à-dire sur 100 impressions, j'ai 2 clics, donc j'ai un taux de clic de 2%. Le taux de clic, c'est une métrique qui est extrêmement importante. Pas forcément pour vous, parce que pour vous, ce qui est important, c'est les conversions, le taux de conversion, le coût par conversion. Ça, c'est des métriques qui sont très importantes pour vous. Mais pour Google, le taux de clic, c'est extrêmement important. Et pourquoi ? Parce que Google, il gagne de l'argent sur les clics. Donc pour lui, c'est extrêmement important. Sur des publicités données, plus elles ont un taux de clic élevé, c'est-à-dire plus elles font cliquer, et plus Google gagne de l'argent. Donc pour lui, c'est extrêmement important. Alors après, évidemment, ce qu'il va nous dire, c'est aussi que le taux de clic traduit la pertinence. Quand vous avez une annonce, si elle a un taux de clic de 2%, ça veut dire qu'il y a seulement 2 personnes qui cliquent dessus pour 100 qui l'ont vu. On peut se dire que 2 sur 100, c'est quand même pas terrible. Par contre, si vous avez un taux de clic de 15%, ça traduit une pertinence. Ça traduit que, par rapport à ce qui a été recherché, votre annonce, elle matche parfaitement, et donc vous avez un taux de clic qui est supérieur. Donc ça va dans les deux sens. Google gagne plus d'argent, plus le taux de clic est élevé, et plus les gens cliquent, et en même temps, pour vous, plus vous avez un taux de clic qui est élevé, plus ça veut dire que vous avez fait un bon travail, parce que votre annonce, elle est très pertinente par rapport à ce qui a été tapé. Okay ? Donc le taux de clic attendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google va regarder le CTR historique et il va se donner une idée globalement de vos CTR historiques et du coup il va avoir des attentes par rapport à votre historique à vous. Si vous avez généralement un taux de clic de 10% sur l'historique, il va se dire que si là vous êtes à 2%, vous êtes en dessous du CTR qui est attendu par rapport à votre historique à vous. Et puis il y a une autre composante qui est à prendre en compte, c'est le CTR des autres annonceurs similaires. Donc en gros, il regarde ce que vous faites et ce que vous avez fait dans le passé,
et il regarde aussi les autres qui vous ressemblent, qui font de la pub pour les mêmes domaines d'activité que vous, quels sont les CTR qu'ils ont, et quels sont les CTR historiques qu'ils ont, et de tout ça, il va déterminer un taux de clic attendu, et si vous êtes en dessous, vous ramassez au niveau de score de qualité. Vous aurez une pénalité, vous allez perdre des points, et vous aurez un score de qualité qui sera plus bas. Donc ça, c'est la première composante. Il y en a 3. La deuxième composante, c'est la convivialité de la page de destination. Donc celui-là, de facteur, je dirais qu'il fait peut-être 25% d'importance dans le score de qualité. Malheureusement, ce n'est pas le plus important. Comme je disais, le plus important, c'est le taux de clic. Donc la convivialité de la page de destination, il y a plusieurs composantes là aussi. Donc la pertinence avec la requête et l'annonce, ce que moi j'appelle le message match, c'est-à-dire est-ce que entre ce que la personne elle a tapé, l'annonce que je lui propose, là il doit y avoir un premier pont de pertinence, et ensuite tout ça, à quel point c'est pertinent par rapport à ce que la personne va trouver sur la page de destination. S'il cherche des chaussures de randonnée, qu'on lui dit chaussures de randonnée dans l'annonce, et qu'on l'emmène sur la page d'accueil d'un site qui vend des chaussures, mais toutes sortes de chaussures, bah là évidemment la pertinence de ma page par rapport à la requête et l'annonce, elle est nulle. Donc je perds des points là aussi, vous voyez. Ensuite, il y a les bonnes pratiques d'ergonomie. Google, systématiquement, avant d'approuver vos annonces, il va envoyer son robot qui va aller scanner la page que vous proposez dans votre annonce et il va s'assurer qu'il y a des bonnes pratiques d'ergonomie. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Il veut offrir une bonne expérience aux utilisateurs qui utilisent Google et qui cliquent sur des publicités. Ensuite, il y a le côté transparent et digne de confiance. Donc ça, c'est un peu subjectif. Transparent, il faut que les informations de votre entreprise soient facilement trouvables sur la page de destination, ou au moins qu'il y ait un lien, par exemple, vers les mentions légales en bas dans le footer. Et puis digne de confiance, alors là, c'est très subjectif. Je sais qu'ils ont des gens, ce qu'ils appellent des rateurs, qui vont venir mettre des notes justement au fait que telle page, tel site, il donne confiance ou pas. Donc faites en sorte que votre site donne confiance. Je veux dire, si déjà c'est pas un sapin de Noël, bah, ça donne plus confiance que si c'est un sapin de Noël qui arrête pas de clignoter avec des pop-up à droite à gauche, etc. D'ailleurs, les pop-up, pour info, sur une page de destination, si tout de suite la personne clique sur une pub, elle arrive sur votre page et il y a une pop-up, c'est interdit. Okay. Et puis, dernier point de cette convivialité de la page de destination, il faut qu'elle soit rapide. Là, il y a un vrai critère aussi. Google fait très très attention à la vitesse. Effectivement, c'est une mauvaise expérience. Si quelqu'un clique sur une pub, puis il faut 5 secondes pour afficher le lien, Google n'aime pas ça. Les liens naturels, s'ils sont trop longs à charger, ils prennent une claque et puis ils sont relégués aux pages 2 ou 3. Google, il veut des résultats rapides. Il veut que quand quelqu'un clique sur une pub, paf, ça s'affiche direct. Et mobile friendly, bon, on est en 2021, j'espère quand même que votre site ou vos pages sont mobile friendly. On n'est plus en 2015. Et puis dernier critère, donc la pertinence de l'annonce. Donc là encore, hein, entre le taux de clic attendu et la pertinence de l'annonce, on est vraiment extrêmement sur du CTR. Hein. C'est des critères différents, mais c'est beaucoup lié au CTR. Donc pertinence de l'annonce, pertinence entre la requête et l'annonce. Donc qu'est-ce que la personne a tapé, quels sont les mots que j'utilise dans mon annonce, est-ce que je reprends dans mon annonce les mots que la personne elle a tapés, ça va augmenter la pertinence de l'annonce, ça va augmenter le taux de clic, donc ça va augmenter la satisfaction de tout le monde, notamment de Google, mais de vous aussi. Donc est-ce que c'est bien pertinent entre ce que la personne elle a tapé et l'annonce que vous proposez? Et si je peux faire un parallèle, on en revient au fait d'avoir, vous voyez, ce côté segmentation. Quand on a une intention de recherche précise, c'est important de la mettre dans un groupe d'annonces avec une annonce qui répond parfaitement à cette intention de recherche. Plutôt que d'avoir un groupe d'annonces avec 5 intentions de recherche différentes et puis des annonces moyennes qui vont essayer de répondre aux 5, c'est mieux d'avoir 5 groupes d'annonces différents avec chacun un mot-clé qui a une annonce qui répond parfaitement à l'intention. Vous voyez, le score de qualité, il passe aussi par là. Il passe aussi par la structure. Rappelez-vous de ce que je vous disais sur la structure de compte. Ça a un impact énorme sur vos performances, mais aussi sur les scores de qualité. Hein, tout ça, c'est dans le tremplin. On ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait dans cette formation, mais on va quand même déjà loin, et c'est top. Alors ensuite, les extensions d'annonces. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans pas longtemps, 1 ou 2 sous-modules suivants. On a la possibilité d'ajouter des extensions d'annonces qui vont donner des informations additionnelles qui vont venir se mettre avec nos annonces et qui vont augmenter la pertinence et du coup augmenter le taux de clic aussi. Donc voilà pour le score de qualité. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'ajustement d'enchères.
Donc on peut faire des ajustements d'enchères, je vous l'ai montré déjà, hein, si vous vous rappelez bien, on peut faire des ajustements d'enchères en fonction du calendrier de diffusion. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, vous pouvez par exemple le lundi avoir 3 lignes pour le lundi, une pour le matin, une pour le midi, une pour l'après-midi, et faire des ajustements d'enchères différents selon les plages horaires d'une même journée. Et vous pouvez faire ça pour tous les jours. Donc vous pouvez faire des ajustements d'enchères selon le calendrier de diffusion. Vous pouvez faire des ajustements d'enchères selon la zone, la géographie. C'est pareil, si par exemple vous ciblez toute la France, eh bien vous n'avez pas la possibilité vraiment de pouvoir faire des ajustements d'enchères. Si par contre vous commencez à ajouter les 25 régions françaises, je ne sais pas si c'est 25, mais peu importe, vous mettez vos régions françaises, bah là vous vous retrouvez avec une ligne par région. Et du coup, pour chacune des lignes, vous allez pouvoir mettre des ajustements d'enchères. L'ajustement d'enchères selon le type d'appareil, alors je vous ai montré, je vous en ai parlé également, donc mobile, ordinateur, tablette, vous pouvez mettre des ajustements d'enchères. Et puis il y a aussi des ajustements d'enchères sur les audiences, je vous l'ai montré, des ajustements sur le sexe, je vous l'ai montré, sur l'âge, je vous l'ai montré, et sur le niveau de revenu, je vous ai montré aussi. J'ai inclus le statut parental, mais ça c'est une erreur, c'est au niveau des audiences démographiques détaillées. Vous voyez, je vous disais qu'il ne fallait pas confondre, et moi-même je confonds. Donc attention à ça. Donc ensuite, quelle est votre enchère réelle? Ça c'est important de comprendre, vous allez voir où je veux vous emmener. Vous avez un mot-clé dont l'enchère est de 1 franc. Okay. Ensuite, vous analysez un petit peu la performance de vos zones géographiques et vous vous dites à Genève ça marche mieux qu'ailleurs. Donc je vais mettre plus 25%. Et puis vous avez aussi analysé les jours de la semaine, puis vous avez vu que le dimanche ça marchait moins, ça convertissait beaucoup moins. Donc vous vous êtes dit bah, le dimanche je vais enchérir 50% de moins. Et enfin, vous savez que sur les mobiles ça performe un petit peu moins. Donc vous avez juste mis une enchère 10% moins chère quand la personne elle est sur mobile. Alors, quelle est l'enchère réelle que vous allez payer? Finalement, quel est votre CPC max? Vous, votre CPC max, si vous regardez votre mot-clé, c'est 1 franc. Mais avec tous les ajustements d'enchères que vous avez mis là, et encore, j'ai pas ajouté d'ajustements d'enchères liés au sexe, liés à l'âge, liés à l'audience, vous voyez? En fait, le truc, c'est que dès lors que vous avez des ajustements d'enchères, ils vont se multiplier les uns les autres. Okay, donc ça veut dire que, en gros, votre CPC max, il va être multiplié par tous les ajustements d'enchères que vous avez pu mettre à tous les endroits de votre compte. Donc ça veut dire quoi? Si on reprend l'exemple ici, finalement, votre CPC max, le dimanche, pour un utilisateur à Genève sur son mobile, votre CPC max, il est de 56 centimes. Il n'est pas de 1 franc. Vous, si vous regardez, le premier réflexe que vous aurez, c'est d'aller regarder votre mot-clé. Et vous verrez que votre mot-clé, il est sur 1 franc. Alors vous pourriez ne pas comprendre que votre CPC max il est de 0,56, mais c'est à cause de tous les ajustements d'enchères que vous avez pu mettre à droite à gauche. Ensuite, on est toujours dans la théorie, toujours dans le calcul, c'est le dernier truc qui est un petit peu chiant, entre guillemets, et après on va passer à des choses qui sont un peu plus intéressantes. Donc, ce que je veux vous expliquer là, c'est comment est calculé le CPA réel. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est quel est votre CPC max. Comment est calculé votre CPC max? Il tient compte de tous les ajustements d'enchères que vous avez pu faire. Là, on ne parle plus de CPC max, on va parler du CPC réel, ce que Google vous facture réellement. Comment c'est calculé? Eh bien, c'est calculé en prenant la position à battre divisé par le score de qualité. Okay, j'ai jamais vu ça, pour ceux d'entre vous qui font la certification, j'ai jamais vu ça dans les questions. Mais voilà, au moins vous savez, et comme ça, vous êtes vraiment au top du top. Donc, position à battre, divisé par score de qualité, donc rank du client A, divisé par le score de qualité du client D, ce à quoi ils ajoutent 1 centime. Okay, donc ça veut dire que on payera, nous, 0,41, selon l'équation qui est là. Okay, et c'est pour ça que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous on a misé 0,50 dans l'exemple là, et on paye effectivement 0,41. Donc on paye moins que le coût par clic maximum qu'on était prêt à payer. C'est ce que je vous disais, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous savez pourquoi. Parce qu'il y a un calcul un peu savant derrière, entre l'adrank, la position à battre, le score de qualité, on divise l'un par l'autre, et ça nous donne le montant qu'on va payer, auquel on ajoute 1 centime. Voilà. Maintenant, toujours, cette fois dans le côté enchère, maintenant je voudrais faire un petit point sur les enchères
Donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est des enchères manuelles, c'est-à-dire que les enchères sont définies par vous-même au niveau des groupes d'annonces ou au niveau des mots-clés. Vous définissez votre CPC max et comme ça, vous définissez que pour ce mot-clé, vous ne voulez pas payer plus cher que 1 franc le clic par exemple. Okay, donc ça va, c'est facile. Mais il y a aussi les enchères automatiques. Moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours commencer avec des enchères manuelles au démarrage. C'est ce qu'il y a le plus facile à contrôler. C'est vraiment là où vous avez le plus de contrôle. Mais ce que Google vous recommande, c'est que une fois que vous avez lancé vos campagnes et que vous avez fait vos enchères en manuel, il vous recommande de tester des enchères automatiques. Okay, alors les enchères automatiques, elles sont définies par Google et elles vont répondre à des objectifs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maximiser les clics, donc là vous avez un objectif de trafic, vous voulez avoir le plus de visiteurs possible pour votre budget, donc vous allez choisir une stratégie d'enchère, maximiser les clics, et à ce moment-là, Google regarde votre budget et c'est lui qui définit les enchères, c'est plus vous. Vous n'avez plus la main sur ça. Google s'engage à vous offrir le plus de clics possible pour votre budget. Donc il va avoir, c'est l'équivalent de la stratégie sur Facebook, CPC le plus bas. En gros, il va essayer d'aller vous prendre les clics les moins chers possibles et de vous en donner le plus possible pour votre budget. Ensuite, on a maximisé les conversions. Donc là, c'est pareil. Google, on lui dit « fais-nous le plus de conversions possible pour notre budget ». Donc il va faire ça, et vous n'avez plus du tout la main sur les enchères. On pourrait lui demander de maximiser la valeur de conversion, autrement dit maximiser le chiffre d'affaires. Donc c'est pareil, il regarde votre budget, et puis il fixe les enchères pour essayer de vous avoir le plus de chiffre d'affaires possible. Maximiser la visibilité, donc là on est dans un objectif de notoriété. Maximiser le retour sur investissement. Donc vous voyez, tout ça, c'est des stratégies d'enchères automatiques. En gros, Google vous dit « Arrêtez de vous embêter avec les enchères, laissez-moi gérer, je le gère mieux que vous ». Et un des avantages, si on revient, vous voyez, là-dessus, c'est vrai qu'à un moment donné, pour être tout à fait honnête, quand on commence à mettre des ajustements d'enchères sur plein de trucs, des audiences, sexe, âge, zone géographique, calendrier, appareil, à un moment donné, on se retrouve avec peut-être 10 ajustements d'enchères. Comment voulez-vous vous rappeler de tout ce que vous avez mis en place? Parce que à un instant donné, vous analysez votre compte et vous trouvez que le dimanche c'est pas bon, qu'à Genève c'est meilleur, que l'audience Tartampion elle est meilleure, mais tout ça, ça évolue dans le temps. Et c'est même pire que ça, c'est que ça évolue en temps réel. Donc c'est un des arguments phares de Google de dire oui mais toi tu fais de ton mieux et tu définis tes enchères en manuel et c'est top pour démarrer parce que comme ça tu as le contrôle, mais en même temps, une fois que tu es bien installé, que tu es à l'aise, teste les stratégies d'enchères automatiques parce que nous, on a l'intelligence artificielle, on fait des calculs sur plein de choses et on sera meilleur que toi pour les enchères. Ce qui reste encore à prouver, là encore c'est un énorme débat qu'on voit dans la formation Le Tremplin où on compare et où justement on donne les avantages d'une méthode de l'autre, des exemples, plein d'exemples pour une méthode et pour l'autre. Voilà, on n'aura pas le temps de voir ça ici, mais au moins je vous explique la théorie et les grands principes. Donc les stratégies d'enchères que vous choisissez influent directement sur les performances de vos campagnes et sur la visibilité de vos annonces. Google Ads propose plusieurs stratégies d'enchères adaptées aux différents objectifs et types de campagnes. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, effectivement. Selon que vous vouliez maximiser les ventes, le chiffre d'affaires, votre visibilité, le nombre de visiteurs, vous avez des stratégies d'enchères automatiques pour tout. Okay, donc étant donné la nature dynamique des mises aux enchères, l'enchère appropriée peut devenir une cible mouvante, difficile à atteindre à grande échelle si vous utilisez des enchères manuelles. Effectivement, on en revient un petit peu à ce que je vous disais, où finalement, les ajustements d'enchères, ça a ses limites. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les ajustements d'enchères ne sont pas pris en compte quand vous faites des stratégies d'enchères automatiques. Les ajustements d'enchères, c'est uniquement quand vous faites des enchères manuelles. Sinon, quand vous passez en stratégie d'enchères automatique, Google n'en tient plus compte. Vous les verrez toujours, mais il n'en tient absolument plus compte, sauf si vous faites de l'exclusion. Ça, c'est un point qui est important. Donc de nombreux signaux influencent le comportement des utilisateurs, leur intention, la probabilité qu'ils réalisent une conversion. Ça varie selon la zone géographique, l'heure, le type d'appareil. L'automatisation permet de prendre en compte l'ensemble de ces signaux pour définir chaque enchère et les mettre en concurrence. Donc en gros, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a tellement de signaux, tellement de variables aujourd'hui
que nous, misérables humains, on n'est plus vraiment capable de faire le bon choix, de définir les bonnes enchères, et notamment dès que ça commence à être en temps réel pour chacune des mises aux enchères. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est un schéma qui était parmi les ressources pour passer la certification. C'est pas quelque chose que j'aurais forcément mis naturellement, mais je pense que c'est important pour vous qui voulez passer la certification, pour ceux d'entre vous. Donc je vous le mets quand même. Donc les stratégies d'enchères, Google présente les avantages, donc c'est basé sur du machine learning. Les enchères automatiques utilisent les algorithmes afin de vous aider à définir l'enchère adaptée pour chaque mise aux enchères, ça réduit la charge de travail. Le gain de temps, donc l'analyse croisée des données d'audience, du contexte, etc., c'est quelque chose de fastidieux, hein, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez faire des ajustements d'enchères, il faut analyser avant, donc vous allez analyser les différentes zones, vous allez analyser les différents jours, les différentes heures, les différents sexes, les différents âges, et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir mettre des ajustements d'enchères si vous êtes en manuel. Maintenant, ce que Google nous dit, c'est que tout ça, ça prend du temps, et c'est vrai, et donc, en utilisant les enchères automatiques, forcément, vous n'avez plus autant de temps à passer là-dessus. Ensuite, enchères définies lors de la mise aux enchères. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que quand on utilise les stratégies d'enchères automatiques, à chaque fois qu'il y a une mise aux enchères, c'est du temps réel. Google va évaluer tout un tas de signaux pour définir l'enchère. Alors que quand on est en manuel, nous, on fixe des enchères et à chaque fois, Google utilise la même. Donc, utilisation de signaux détaillés, analyse croisée. Nos algorithmes incluent une multitude de signaux qui tiennent compte de nouveaux facteurs pour évaluer l'intention des utilisateurs. Ils vont également au-delà de l'analyse classique des signaux. Donc ce qu'on nous dit en gros, c'est qu'il y a tellement plus de signaux qui sont étudiés par les algorithmes que nous, on pourrait seulement prendre en compte. Et il y a plein de trucs où on n'a même pas accès dans Google Ads ou Google Analytics pour pouvoir analyser, et Google, lui, il les intègre dans ses algorithmes. Donc en gros, les stratégies d'enchères, c'est merveilleux, et on ne peut pas faire mieux, et ça bat l'humain à plat de couture. Là encore, on ne pourra pas aller trop loin. Ce que je constate dans les faits, c'est que c'est vrai parfois, c'est faux parfois aussi. On est sur à peu près 50% du temps, ça va dépendre de plein de choses. Et là encore, je vous renvoie à la formation Le Tremplin, qui justement va dans le détail de ça et fait des comparaisons précises et vous donne des pistes en vous disant voilà dans quel contexte tu vas utiliser telle stratégie d'enchère, voilà dans quel contexte tu as meilleur temps de rester en manuel, voilà comment tu devrais utiliser cette stratégie-là avec cette structure-là pour obtenir ce résultat-là dans ce contexte-là, et on a plein d'exemples comme ça. Donc c'est des choses qu'on n'a pas le temps de voir ici, mais que vous pouvez voir évidemment dans la formation Le Tremplin. Donc ensuite, je voulais vous donner une petite overview, une vue générale de l'ensemble des stratégies d'enchères qui sont proposées. Donc CPC optimisé, ça c'est classique. Donc l'enchère manuelle sera augmentée jusqu'à plus 30% ou diminuée jusqu'à moins 100% selon la probabilité de conversion. Ça mixe le contrôle des CPC avec une touche d'algorithme. Donc ça, je vous montre. Vous voyez, si par exemple je vais dans les paramètres de cette campagne, je vais ici au niveau des enchères. Donc d'ailleurs, vous voyez, ici, on va pouvoir déterminer les stratégies d'enchères. Donc soit on est en manuel, on se met en manuel. Quand on se met en manuel, par défaut, Google nous dit « Je te mets le CPC optimisé qui te permet d'avoir une petite touche d'algorithme ». Si vous n'avez pas envie d'avoir ça, vous pouvez le supprimer. Sinon, vous pouvez l'activer et choisir soit pour l'optimisation pour les conversions, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous avoir le plus de conversions possible, soit optimiser pour des chiffres d'affaires, valeur de conversion maximum. Donc là, il va regarder le chiffre d'affaires et il va essayer de vous obtenir les clics qui donnent le plus de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est le CPC optimisé. Ensuite, si on revient ici et qu'on passe à la stratégie d'enchère suivante, donc CPA cible, donc d'après Google, aucune conversion historique n'est nécessaire pour démarrer en CPA cible. Vous donnez à Google un coût par conversion maximum et Google s'occupe de vous en avoir le plus possible à ce prix-là. Donc ça veut dire quoi? Si je viens ici, par exemple, sur du CPA cible, je lui dis « Ok, donne-moi des conversions pour 20 francs et avec le budget que je te donne, essaye de m'obtenir le plus de conversions possible pour 20 francs. » Vous ne gérez plus les enchères, vous avez donné votre objectif à Google et il se débrouille pour vous. Donc en théorie, Google nous dit, même si vous démarrez un compte, même si vous avez 0 historique de conversion, vous pouvez démarrer avec cette stratégie d'enchère. Après, c'est pareil, dans le tremplin, on vous explique vraiment en profondeur le comportement des algorithmes.
toutes les variables sur lesquelles les algorithmes s'appuient pour pouvoir justement prendre des décisions et faire les enchères. Dans les faits, je ne peux pas rentrer trop dans le détail ici, on est déjà sur une vidéo qui est extrêmement longue, mais dans les faits, en réalité, c'est toujours mieux d'avoir quand même quelques conversions historiques, parce que les algorithmes, ils dressent un portrait robot sur l'historique de vos conversions, et ils se font un profil type des gens qui convertissent. Et ensuite, un petit peu comme des audiences similaires, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, ensuite, avec ce portrait robot, il va systématiquement faire un scoring des gens qui font des recherches et se dire, ok, celui-là, il a une mauvaise probabilité de conversion, celui-là, il a une forte probabilité de conversion, et en fait, il va aller toujours vers les fortes probabilités, quitte à miser plus cher, et à contrario, ceux où il pense où il y a une faible probabilité, il ne va même pas vous les donner, il ne va même pas vous mettre aux enchères là-dessus. Vous voyez, donc c'est extrêmement important, et tout ça se base sur un portrait robot que Google pense être le client idéal pour vous, et tout ça, il l'affine et il le construit au fur et à mesure qu'il accumule des conversions. Donc démarrer sans aucune conversion, c'est possible, parce que Google va aussi regarder vos concurrents et le profil des concurrents, mais dans les faits, c'est quand même mieux d'attendre d'avoir un petit peu de conversion pour pouvoir démarrer sur des stratégies d'enchères. C'est pour ça que dans cette formation débutant, mon conseil pour vous, c'est commencer toujours par des enchères manuelles. D'une part, vous avez du contrôle, et d'autre part, ça vous permet de commencer à avoir quelques conversions qui, ensuite, quand vous aurez envie de tester, si vous avez envie, les stratégies d'enchères, ça vous donnera quand même un minimum de conversion historique, et donc un profil client idéal qui est le vôtre, et pas forcément une moyenne agrégée de celui de vos concurrents, voyez. Donc si je reviens ici, donc ensuite on a maximisé les clics, je vous en ai parlé, on définit les enchères de manière automatique et on va essayer de vous donner le plus de clics pour votre budget, donc c'est-à-dire les clics les moins chers possibles. Qu'est-ce qu'il en est de la qualité de ces clics? Puisque dans un monde où beaucoup de gens utilisent les stratégies d'enchères automatisées, et quand les gens ont la probabilité de conversion la plus forte, Google mise plus cher, vous, ça veut dire que vous prenez les clics les moins chers, ça veut dire qu'en gros vous prenez les clics que personne ne veut. Donc est-ce que c'est un choix pertinent ou pas? Libre à vous de décider. Ensuite, une autre stratégie d'enchère qui s'appelle le taux d'impression cible. Donc si vous vous rappelez, je vous ai parlé dans les définitions du part d'impression. Les parts d'impression, c'est en gros vos parts de marché, combien de fois vos publicités sont diffusées sur l'intégralité où elles auraient pu l'être. Quel est votre potentiel? En gros, si vous êtes diffusé à 50% du temps, ça veut dire que vous loupez 50% des mises aux enchères, soit parce que vous n'avez pas assez de budget, soit parce que vous enchérissez pas assez, soit parce que votre score de qualité il est trop faible. C'est les trois composantes essentielles qui font que vous n'avez pas 100% de part d'impression. Eh bien, cette stratégie d'enchère, elle vous permet de dire à Google, écoute, moi je veux apparaître au moins 80% du temps. Donc les enchères, tu te démerdes, mais moi je veux apparaître au moins 80% du temps. Voilà à quoi elle sert cette stratégie d'enchère. Ensuite, on a le ROAS cible. Donc le ROAS, c'est une définition que je vous ai donnée aussi, c'est le retour sur investissement publicitaire. C'est le rapport entre le chiffre d'affaires que vous générez avec vos campagnes et les dépenses publicitaires. Donc si vous dépensez 1 et que vous faites 10 de chiffre d'affaires, vous avez un ROAS de 10. Eh bien, cette stratégie, elle vous permet de dire à Google, gère les enchères, démerde-toi, mais moi je veux que tu m'obtiennes un retour sur investissement de 8. Voilà. Je veux que mes campagnes, elles faisaient un retour sur investissement de 8 et tu te débrouilles avec ça. Voilà pour le ROAS cible. Ensuite, maximiser les conversions. Maximiser les conversions, celle-là, elle va tenter de dépenser tout le budget et de vous offrir le plus de conversions possible pour le budget que vous avez défini. Maximiser la valeur de conversion, donc là c'est pareil, elle va essayer de dépenser tout votre budget et de vous offrir le plus de chiffre d'affaires possible pour votre budget. Je ne vais pas forcément plus loin ici sur ces stratégies d'enchères. Après c'est pareil, dans le tremplin, de nouveau, on a plus de temps aussi dans le tremplin, c'est une formation qui est longue, elle fait plus de 20 heures. Et dans le tremplin, je vous explique les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies d'enchères. Et je vous explique aussi quand choisir l'une ou choisir l'autre, et quand est-ce que éventuellement il y en a une qui montre des signes de faiblesse et sur quoi il faut passer ensuite, voyez. Donc on va beaucoup plus loin dans l'analyse des stratégies d'enchères évidemment. Et donc pour résumer, pour choisir, en gros, alors déjà si vous n'avez pas de suivi des conversions, rappelez-vous, je vais vous montrer un petit peu plus tard comment on met en place les conversions. Si vous n'avez pas de conversion et que vous faites des campagnes, vous passez complètement à côté du truc, puisque du coup vous n'aurez aucune idée de ce que les campagnes génèrent, puisque les conversions c'est les résultats. Et donc si vous dépensez mais sans avoir de notion de résultat, c'est dommage. Donc si vous n'avez pas de suivi des conversions,
À ce moment-là, vous voulez peut-être de la visibilité ou peut-être un maximum de visites. Et donc la stratégie d'enchère recommandée en fonction de ces deux objectifs, c'est ici le taux d'impression cible et ici maximiser les clics. Ensuite, si vous souhaitez des conversions ou des ventes, alors vous pouvez opter pour maximiser les conversions, CPC optimisé ou CPA cible. D'après Google, voilà, il nous dit que quand on utilise ces stratégies d'enchères smart bidding, c'est-à-dire orientées pour la conversion, on obtient plus de conversions pour des données constantes, pour un budget constant. Ça, c'est ce que Google nous dit. Maintenant, dans les faits, comme je vous disais, moi, c'est pas ce que je vois régulièrement. Parfois oui, il n'y a pas de problème. Mais parfois non aussi. Et parfois, c'est bien pire. Parfois, on passe en stratégie d'enchère automatique et les résultats sont pires que jamais, pire qu'en manuel. Donc, attention, c'est pas du je gagne à tous les coups. D'ailleurs, c'est un peu trompeur. J'ai fait plusieurs articles de blog pour dénoncer ça. Google affirme, sans l'ombre d'un doute, et vous induit en erreur quand vous regardez dans les recommandations, ils vous disent si vous utilisiez la stratégie d'enchère machin, vous auriez plus de conversions pour votre budget. Parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux. Comment peut-on affirmer comme ça, comme si c'était une évidence et comme si c'était vrai à 100% du temps, que ça va améliorer les choses, alors que parfois ça peut les dégrader aussi. Et on est en général sur du 50-50, vous voyez. Donc attention. Et puis ensuite, ce que eux appellent l'excellence, quand on cherche évidemment le revenu, donc on va pouvoir utiliser une stratégie maximiser la valeur de conversion ou une stratégie ROAS cible. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait un énorme tour sur la mise aux enchères et qu'elle a dans le fond presque plus de secret pour vous, en tout cas à un niveau basique et à un niveau attendu pour vous, pour passer la certification Google Ads sur le réseau de recherche. Donc je m'arrête là pour les enchères, il y aurait encore énormément à dire. Rien que dans la formation Tremplin, je crois qu'on passe à peu près 4 heures sur tout ce qui est enchères et stratégie d'enchères, donc je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais je pense que je vous ai déjà donné de bonnes armes pour avoir une bonne compréhension. Je vous ai donné une marche à suivre, commencez en manuel, si vous avez envie de tester les enchères automatisées, ok, allez-y, faites attention, ce n'est pas une garantie que ça fasse mieux. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voyez que les résultats sont pires. Et puis, je pense qu'on a fait un bon tour sur les différentes stratégies d'enchères, que vous êtes au point.